Directeur de recherche émérite au CEA, Jean Jouzel a réalisé l'essentiel de sa carrière scientifique dans cet organisme. Une carrière largement consacrée à la reconstitution des climats du passé, à partir de l'étude des glaces de l'Antarctique et du Groenland. De 2002 à 2015, il a été vice-président du groupe de travail scientifique du GIEC, une organisation co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2007. Il a reçu de très nombreux prix et depuis 2009, il préside l'association Météo et Climat. Merci d'accueillir Jean Jouzel. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, Monsieur Jouzel, tout à l'heure, je n'ai pas été hyper positive et je me demandais si vous aviez des raisons de donner un peu d'espoir à tout le monde ici, parce que les rapports du GIEC sont de plus en plus pessimistes. On va essayer, oui, bonsoir. Oui, je suis très heureux d'abord merci à Palladio d'avoir organisé cette soirée. Je pense que c'est une soirée un peu spéciale, effectivement. Je m'adresse avant tout ici à des jeunes. Et pour revenir à cette introduction, oui, effectivement, il y a toujours des raisons d'espérer. Et c'est là-dessus que je vais essayer de terminer cette intervention. En fait, je crois que ce qui est important, c'est votre génération, quand même, vous êtes doublement concernés par l'évolution de l'environnement, en particulier celle de notre climat. Alors, vous êtes doublement concernés par l'inaction d'abord, bien sûr, puisque, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, nous irions vers des réchauffements, nous irions vers un climat auquel il vous serait très difficile de vous adapter dans la deuxième partie de ce siècle, si nous ne faisons rien au cours des 10-20 prochaines années. Vous êtes, bien sûr, concerné par l'action, puisque l'action, c'est maintenant. L'action, c'est maintenant, et voilà, je donnerai quelques chiffres sur cette nécessité de l'action en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Bien sûr, diminuer par 2, rester autour de 1,5 degré, c'est diminuer par 2 nos émissions entre 2020 et 2030. C'est peut-être un rêve, mais il faudra déjà rester en deçà de 2 degrés, respecter l'accord de Paris, et ça reste très ambitieux. Donc voilà, donc vous êtes vraiment concerné, l'action c'est tout de suite. Et puis quand même dans cette action, ce que vous faites, ce que vous allez faire, ça a été très bien dit dans cette étude, est quelque chose d'extrêmement important. Vous aurez effectivement tout au cours de votre carrière des leviers pour, justement, limiter le réchauffement climatique, mais pas seulement. Il y a aussi ce qui est important quand on pense la ville, c'est, le réchauffement étant inéluctable, c'est quand même cette nécessité d'inscrire l'adaptation au cœur de votre stratégie. C'est très important. Les villes, dans 10 ans, ce que vous construisez, ce que vous allez construire, ce que vous allez penser, c'est pour des personnes qui vivront dans un climat qui sera déjà différent à échéance de 10-20 ans. C'est bien donc je pense vraiment que l'adaptation doit être aussi au cœur de votre métier, l'adaptation au réchauffement climatique. Alors, bien sûr, je pense que certains d'entre vous, vous êtes assez familiers avec tous ces problèmes de réchauffement climatique, mais bon, quelques rappels, je ne vais pas être trop long, bien sûr. D'abord, c'est quand même une réalité, ce réchauffement climatique, puisque... Je vais essayer de regarder pour ne pas être trop long, il n'y a pas d'heure ici. Alexandre Labasse, où est l'horloge? Donc, voilà. Donc, en fait, ce réchauffement climatique, il est bien là. Les 5 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. 2019 a été encore de nouveau un été très chaud. En fait, on a battu en France, y compris à Paris, des records de température. C'est très net. Donc, en fait, ce n'est pas une surprise. C'est un des points quand même qu'on doit bien avoir en tête. Ce que nous avons fait par nos activités, depuis 150 ans, c'est d'augmenter l'effet de serre, de modifier la composition de l'atmosphère et en fait, en gros, d'augmenter le chauffage, puisque l'effet de serre, c'est cette propriété qu'ont certains composés, en premier lieu le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. En gros,
si, disons, par nos activités, on a augmenté l'effet de serre, et en gros, on a augmenté la quantité de chaleur disponible pour chauffer, pour maintenir l'équilibre thermique de l'atmosphère, mais aussi, alors voilà, l'équilibre thermique de l'atmosphère s'en ressent d'ailleurs, puisque l'atmosphère se réchauffe, mais aussi de l'océan, des glaces. Et en fait, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire, en gros, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1% depuis 200 ans, mais de ce 1% supplémentaire de chaleur, eh bien, il y a à peu près plus de 90% qui vont dans l'océan. Donc il faut regarder dans l'océan ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est vraiment très clair, c'est-à-dire une élévation du niveau de la mer de 3 mm chaque année. Donc 1 mm, c'est lié à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et l'essentiel du reste à la fonte des glaces. Les glaciers continentaux, mais depuis une vingtaine d'années aussi les glaces du Groenland, de l'Antarctique. Voilà, donc ce qu'on peut dire actuellement, c'est que ce que nous avions envisagé il y a une trentaine d'années, dans le premier rapport du GIEC, il suffit de s'y reporter, eh bien c'est ce que nous vivons actuellement. Le réchauffement climatique, nous sommes sur ce qui était envisagé, de l'ordre de entre 1 et 2 dixièmes de degré par décennie. Chaque décennie est plus chaude que la précédente. Ce n'est pas vrai pour chaque année, mais chaque décennie est vraiment plus chaude que la précédente. Et cette perception, c'est déjà perceptible, cette perception d'une intensification de certains événements extrêmes, pas partout, pas tous les événements extrêmes, mais cette perception, elle était déjà inscrite disons, dès à la fin des années 90, dans le troisième rapport du GIEC, qui est publié en 2001. Donc, ça doit quand même nous faire prendre au sérieux, disons, le fait que, disons, globalement, notre communauté ne s'est pas trompée, eh bien, doit nous faire prendre au sérieux. En tout cas, nous y invite ce que nous envisageons pour, disons, d'ici 30 ans et au-delà. Alors évidemment, donc, je ne veux pas vous désespérer, on ne va pas trop parler de la théorie de l'effondrement aujourd'hui, mais ce qui nous attend si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose vraiment d'extrêmement, disons, difficile à imaginer d'abord, difficile à accepter et auquel il serait difficile de s'adapter, sinon impossible dans certaines régions. Prenons les températures, eh bien, si on allait vers des températures de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, on peut même évoquer des températures plus élevées, mais restons-en à 4 ou 5 degrés, c'est quand même quelque chose de très important. C'est en moyenne le même réchauffement que ce qu'a connu notre planète entre la dernière période glaciaire et le climat actuel. Donc, mais dans ce cas-là, ça a pris entre 5 et 10 000 ans, c'est-à-dire ce que nous ferions si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est la même amplitude, mais 50 à 100 fois plus rapidement. Il faut bien se rendre compte de ça. Mais par exemple, des réchauffements de 4 à 5 degrés, eh bien, il y a des régions de cette planète qui pourraient devenir, disons, invivables. Invivables au sens qu'il serait impossible d'avoir une activité normale à l'extérieur l'été. Disons, c'est un peu ça. On ne va pas mourir tout de suite en allant dehors, c'est pas ça, parce que quelquefois, il y a, disons, certaines personnes non, c'est pas, disons, invivable au sens invivable normalement, en tout cas. Voilà. Donc, et en fait, par exemple, en Chine, eh bien, il y a, disons, 4 ou 5 degrés de plus, même, eh bien, ce sont des régions où actuellement il y a 500 millions de Chinois qui vivent, qui deviendraient en ce sens invivables. C'est vrai aussi pour certaines régions disons, d'autres régions de l'Asie du Sud-Est, mais aussi du Moyen-Orient. En fait, il y a des conditions de température et d'humidité qui font que, eh bien, on ne peut plus avoir d'activité physique normale à l'extérieur, ne plus travailler, ne plus faire de sport, plus ne rien faire. Voilà. Donc, on voit bien que c'est un monde qui n'est pas du tout attractif. C'est un monde aussi où bien sûr ces extrêmes climatiques deviennent encore plus extrêmes. En fait, les records de température augmentent à peu près 2 fois plus rapidement que les températures moyennes, 3 fois plus rapidement la nuit. Et ça, c'est un vrai problème pour les villes, puisque s'y ajoute l'effet du lot de chaleur urbain, eh bien, ne serait-ce que 3 degrés de plus en France, ce qui est envisageable malheureusement dans la deuxième partie de ce siècle, ce serait quand même des pics de température qui pourraient atteindre 50 degrés dans certaines régions. Et
disons, dans des villes comme Paris, des métropoles qui ne sont pas forcément bien adaptées, disons, rendre la vie très difficile l'été. Au cours de ces vagues de chaleur, on voit déjà que les vagues de chaleur qu'on a eues même cet été, l'été dernier, étaient loin d'être, étaient assez désagréables, c'est moins qu'on puisse dire, et difficiles à vivre. Donc voilà, des conséquences évidemment dans tous les domaines sur ces extrêmes climatiques, avec plus de précipitations dans certaines régions. On voit ces extrêmes, disons, l'intensité des précipitations. On parle d'événements méditerranéens, c'est, disons, l'époque, c'est la saison. Eh bien, ces événements pourraient devenir encore plus intenses. C'est vrai aussi pour les sécheresses, c'est vrai pour l'intensité des cyclones. Donc voilà, et dans tous ces... On voit bien que dans toutes ces, disons, ces dimensions, eh bien, là aussi, la ville, la façon dont elle est construite, la façon dont elle est conçue par rapport à ces événements extrêmes est très importante. Donc, d'autres conséquences, évidemment, sur tout ce qui nous entoure. On parle, je me limite un peu à disons, au problème climatique, mais bien sûr, il y a une influence sur tout ce qui nous entoure. La perte de biodiversité, par exemple. Disons que le dernier rapport de l'IPBES nous dit que la perte de biodiversité, disons le réchauffement climatique est déjà le 3e facteur de perte de biodiversité actuellement. C'est-à-dire après un peu tout ce qu'on fait à la nature en termes de traitement, de phytosanitaire et autre chose, et puis aussi la prédation directe. Ensuite, c'est le réchauffement climatique, et il y a un point qui illustre ce lien qui deviendrait de plus en plus fort entre perte de biodiversité et réchauffement climatique, c'est qu'à la fin du siècle, eh bien, je me place toujours dans cette hypothèse où rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, à la fin du siècle, la moitié des espèces auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on voit bien, ces espèces auraient évidemment beaucoup de difficultés, sinon une impossibilité à s'adapter. Donc on peut continuer, donc les récifs coralliens auraient complètement disparu à 4-5 degrés, à la fois à cause de l'acidification de l'océan et évidemment des réchauffements. Bien sûr, l'élévation du niveau de la mer est aussi un vrai problème qui vous concerne aussi. Disons, s'il y a eu un rapport qui est sorti cette semaine, l'élévation du niveau de la mer, les conséquences en auraient été sous-estimées tout simplement parce que, c'est du moins ce que nous dit cet article, parce que les altitudes, disons, en gros, auraient été mal estimées parce que disons, la façon dont c'est fait, on prend plutôt l'altitude du toit que l'altitude du sol. Donc il y aurait des erreurs qui pourraient être sur certaines cartes de 3 à 4 mètres. Et donc, en fait, quand on regarde les chiffres qui m'ont marqué, on va se placer en 2050, regarder, disons, les populations qui, disons, dans les régions côtières, qui seraient au moins une fois par an en moyenne affectées par une inondation liée à, disons évidemment, à une inondation liée à, disons, d'origine océanique, donc quand il y a conjonction d'une grande tempête, d'une marée, disons, de très haute côte, voilà, et bien, en France, le chiffre m'a surpris, mais ce serait 1 million d'habitants qui, en France, seraient sensibles disons, à cette élévation du niveau de la mer, disons, en souffriraient d'une certaine façon, mais c'est près de 100 millions en Chine, 300 millions au niveau planétaire. Voilà, donc ce sont des chiffres encore plus importants, évidemment, à la fin du siècle. Donc, on voit bien, et c'est clair que certaines villes, actuellement, vivent probablement trop tranquillement par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Des villes comme Tokyo, même comme New York, cette idée de se protéger contre l'élévation du niveau de la mer vaut peut-être pour le XXIe siècle, mais ne vaut pas pour les siècles suivants. C'est très clair. En gros, disons... on ne pourra pas se protéger contre des élévations du niveau de la mer de 2-3 mètres qui sont malheureusement toujours, dans ce cas de scénario émetteur, envisageables à échéance disons, de la fin du prochain siècle. Voilà donc, en fait, je vais arrêter sur l'énumération de ces conséquences, mais un point qui m'a beaucoup touché et qui m'intéresse et qui aussi pose question, parce que la ville, c'est aussi là où les gens se retrouvent, eh bien, c'est que si on prend ces événements, disons, ces conséquences du réchauffement climatique, non pas une par une, mais dans leur intégralité,
eh bien, disons, la première conséquence de ce réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Alors en fait, on en est bien conscient. On en est bien conscient entre pays riches et pays pauvres, hein, donc ces derniers n'ayant généralement pas beaucoup contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Ce dont on est moins conscient, c'est que ça vaut aussi pour les pays développés. Dans des pays comme le nôtre, ce sont aussi généralement les couches les plus modestes de la population, qui là aussi sont les moins émettrices de gaz à effet de serre, qui sont les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique. Il suffit de prendre par exemple, on peut parler du cas de Saint-Martin, d'Irma, mais le cas qui est souvent cité, par exemple, le cas donc c'était disons il y a maintenant 3 ans, je crois, Harvey, un cyclone qui a vraiment fait du mal à Houston, au Texas, qui est resté inondé pendant quelques jours, sinon quelques semaines. Et bien en fait, on voit bien que ce sont les couches les moins aisées de la population. Généralement, elles sont moins bien prévenues, moins bien préparées. Elles ne peuvent quelquefois pas quitter la ville. Ça a été le cas de la Nouvelle-Orléans avec Katrina. Généralement, elles sont moins bien assurées et, disons, de façon très générale aussi, ce sont ces populations les plus modestes qui ont le plus de mal à s'en remettre de ces conséquences climatiques. Donc voilà, donc ce tableau, c'est si on ne fait rien. Si on ne fait rien, donc bien sûr, la situation est je dirais, vraiment, alors j'aime pas utiliser le mot catastrophique, mais il y a vraiment vraiment une véritable difficulté à imaginer ce monde. C'est un monde qu'il faut tout faire pour éviter. On sait ce qu'il faut faire pour l'éviter. C'est d'une certaine façon, il suffit de se référer à l'accord de Paris. Disons que l'accord de Paris, que nous dit l'accord de Paris? Effectivement, eh bien, si on veut, l'idée, il est que si, disons alors, le réchauffement est inéluctable, mais si on veut s'y adapter, eh bien, il faut le limiter. Et donc, c'est l'esprit, en fait, c'est l'esprit de nos décideurs politiques, quand ils s'inscrivent dans un accord comme l'accord de Paris, c'est bien une décision politique, la nécessité de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Donc c'est bien l'esprit, c'est si on y arrive dans le long terme à limiter le réchauffement climatique, eh bien, je dirais que le monde dans lequel vous vivrez vous restera agréable. Alors il y a peut-être d'autres problèmes que le climat, mais en tout cas, c'est pas, disons, restera facile à vivre en termes climatiques. Alors, mais il y a quand même des régions déjà très vulnérables où le climat est déjà difficile, où il deviendrait quand même plus difficile. Bon, ceci étant, une fois qu'on s'est dit que ça serait bien de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré, c'est loin d'être simple. En fait, la façon de l'illustrer, c'est que l'accord de Paris inscrit ses objectifs, mais comme il est construit à partir d'engagements, finalement, on a demandé aux pays ce qu'ils pouvaient bien faire, ce qu'ils seraient d'accord pour faire pour lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter. Et le résultat, il est intéressant, enfin, il était intéressant. C'est-à-dire que la force de l'accord de Paris, c'est son universalité. Tous les pays ont signé l'accord de Paris. Pratiquement tous les pays, tous les grands pays l'ont ratifié. Malheureusement, cette universalité, disons, n'est plus de mise avec la confirmation annoncée cette nuit que les États-Unis quitteraient l'accord de Paris. D'autres pays le quittent de façon plus ou moins officieuse, comme le Brésil, même si ce n'est pas formel. D'autres pays traînent des pieds, comme l'Australie, la Russie. Voilà, donc cette universalité qui faisait la force de l'accord de Paris a quasiment disparu. Mais il y a aussi une autre faiblesse de l'accord de Paris, c'est que quand on demande aux gens ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire, il n'y a aucune raison que leurs engagements soient en phase avec les objectifs. Et là, c'est le cas. En fait, disons, les engagements de l'accord de Paris, donc c'est pour la prochaine décennie, celle dans laquelle nous allons rentrer, 2020-2030, enfin 2021-2030, eh bien, si on voulait, en gros, je ne veux pas trop de chiffres, mais disons qu'actuellement, on émet 52 milliards d'équivalents CO2. 42 milliards de tonnes de CO2 chaque année, 10 milliards, on ajoute à peu près 10 milliards de tonnes d'équivalent CO2 pour le méthane, le protoxyde d'azote et les autres gaz à effet de serre. Disons, on part de 52 milliards. Si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, en 2030, on serait plutôt vers 65-70, et donc on l'a vu, disons, sur des trajectoires qui nous emmèneraient
vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Alors l'accord de Paris nous emmènerait vers probablement 55 milliards en 2030 et sur des trajectoires plutôt vers 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, largement insuffisant donc par rapport aux objectifs 2 degrés. 2 degrés, il faudrait passer à 40 milliards de tonnes en 2030, 1,5 degré, passer en dessous de 30 milliards de tonnes, pratiquement divisé par 2. Donc en fait, d'une façon assez simple, les engagements de l'accord de Paris actuellement, il faudra les multiplier par 3 sur la période 2020-2030 pour avoir des chances de rester à long terme en deçà de 2 degrés, par 5 pour 1,5 degré. Alors, étant entendu que ces niveaux sont par rapport au point industriel et qu'on a déjà pris 1 degré. Donc quand on parle de 2 degrés, c'est 1 degré par rapport à la décennie actuelle. Donc c'est ça le tableau et c'est ça le défi et c'est ça l'action. C'est maintenant. Quand on parle ne serait-ce que de 2 degrés, diminuer de, disons, 20-25% nos émissions entre 2020 et 2030, c'est loin d'être gagné. Alors c'est loin d'être gagné, disons là aussi. Alors les textes sont bien, le texte de l'accord de Paris est tout à fait, disons, s'appuie sur le diagnostic des scientifiques, sur le 5e rapport du GIEC. Disons ça va très bien. De même, on est dans le même système en France. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte s'appuie aussi sur un diagnostic des scientifiques. Disons, il faut bien sûr ce 1,5 degré, eh bien, il faut neutralité carbone à horizon 2050. C'est pas rien. Neutralité carbone à horizon 2050, il y a certes des puits de carbone, mais aussi des émissions d'autres gaz à effet de serre qui font que, disons en France, c'est au moins divisé par 6 nos émissions entre 90 et 2050, pratiquement les diviser par 5 ou 6 par rapport à aujourd'hui. C'est loin d'être gagné. Voilà, donc bon, là-dessus, pourquoi l'immobilier est-il important? Alors je vais vous donner un chiffre, moi qui m'a marqué, qu'on retrouve dans le 5e rapport du GIEC. En gros, si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, on n'a plus qu'une dizaine d'années, un peu plus, 10-12 ans, d'émissions de gaz carbonique au rythme actuel. Alors, en gros, entre 4 et 500 milliards de tonnes de CO2. Pour 2 degrés, on peut aller jusqu'à, disons, une vingtaine d'années au rythme actuel. 6 ou 800 milliards de tonnes de CO2. Eh bien, quand on regarde les villes à l'échelle planétaire, les démographes nous disent qu'en gros, il y aura 2 tiers d'urbains, il y a à peu près la moitié d'urbains actuellement, donc 3,5 milliards d'habitants, 2 tiers d'urbains en 2050, 10 milliards d'habitants, c'est-à-dire qu'on sera plutôt vers 7 milliards. Donc, en gros, il y aurait 3 milliards de plus de personnes dans des métropoles, dans des villes, en 2050 qu'aujourd'hui. C'est des chiffres que vous avez bien en tête. Le chiffre qui est aussi très important, c'est que la seule construction de ces villes, si on en reste aux matériaux actuels, disons au béton, largement, la seule construction de ces villes émettrait de l'ordre de 5 ou 600 milliards de tonnes de CO2. Je ne parle même pas de la vie de ces villes, de la mobilité, du chauffage, de tout ça. La seule construction. Donc ça veut dire quand même qu'il y a déjà un point, c'est une question sur laquelle vous devez vous interroger, c'est vraiment le potentiel, la nécessité absolument de changer de mode de construction. Et ça, c'est au cœur de votre métier. Alors, on ne peut pas continuer à faire du béton et à espérer limiter le réchauffement climatique. Donc, en tout cas à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est un message que je souhaite vous donner, c'est très important. Et j'ai eu la chance tout à l'heure, vous devriez y aller, là, mais c'est peut-être fermé, disons Alexandre Labasse. J'ai eu une visite privée du directeur Alexandre Labasse de tous ces matériaux qui font rêver là-haut. Donc tous ces matériaux, voilà, de la paille, disons voilà, tout ce qu'on a vu ici, si vous êtes du bambou, il y a beaucoup d'initiatives. En tout cas, bien sûr, on peut aussi parler du bois. Voilà, donc tout cela, c'est disons, quelque chose qu'il faut faire. Alors, il y a aussi ensuite, bien sûr, ce qu'il faut faire dans ces bâtiments. Il y a beaucoup à faire aussi. Bien sûr, dans le neuf, alors si vous êtes impliqué dans des constructions du neuf, je sais maintenant, c'est parfait ou presque. Alors, sauf si c'est en béton, je l'ai déjà dit quand même. Disons que pour le neuf, on peut espérer quand même des bâtiments. Alors, il y a quand même une chose ce que je souhaite dire sur les bâtiments pour le neuf, c'est généralement l'isolation est bien faite, on a quand même toujours la faiblesse, il faut penser à adaptation.
Et généralement, les bâtiments qu'on construit actuellement ne sont pas pensés pour le confort d'été. C'est très important. Même s'ils sont bien pensés pour le confort d'hiver, pour ne pas dépenser trop d'énergie ou pas du tout l'hiver, généralement, ils ne sont pas assez pensés pour le confort d'été. Ça va devenir très très important dans les villes. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, évidemment, il faut les construire, mais ensuite, quand on regarde ce qu'on espère, bon, disons ce qu'on espère en termes de gains, disons là où on espère gagner en termes de réduction, disons, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment dans le bâtiment de l'urbanisme. C'est là que les gains les plus faciles semblent être les plus faciles et sont à faire et sont espérés dans tous les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est à vous de le faire. C'est loin d'être si simple. Bien sûr, il s'agit d'efficacité énergétique, il s'agit aussi bien sûr de mix énergétique, c'est-à-dire de faire disparaître le plus rapidement possible tout ce qui est lié à l'utilisation des combustibles fossiles. Voilà, donc, mais il s'agit aussi quand même, non pas ça, alors ça c'est pour les bâtiments neufs, il s'agit quand même, il y a énormément à faire, et j'en terminerai ainsi bien sûr, sur tout ce qui concerne le bâtiment ancien. Donc, en France, nous n'atteindrons pas les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050, ni même ceux disons de 2030. Voilà, de 2030, diminution de 40% de nos émissions par rapport à 90, si effectivement il n'y a pas une rénovation massive des bâtiments anciens. C'est très clair, et là aussi, il y a beaucoup d'ingéniosité. Alors peut-être les jeunes préfèrent-ils s'orienter vers le neuf, mais il y a beaucoup à faire et énormément à faire. Voilà, et donc je terminerai bien sûr par évoquer ce dans quoi je suis plongé actuellement, parce que c'est un peu quand même aussi, on verra ce qu'il en sort, bien sûr, et en termes justement dans les domaines qui vous intéressent, quelles seront les propositions, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 150 citoyens qui maintenant se réunissent régulièrement, toutes les 3 semaines, pendant 3 jours, au Conseil économique, social et environnemental, dans ce qu'on appelle la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, la lettre de mission de cette Convention citoyenne, c'est de faire des propositions, effectivement, pour que la France respecte ses objectifs d'émissions de gaz à effet de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, c'est moins 40% que j'ai déjà cité, et ceci dans un esprit de justice sociale. Donc ça, c'est la lettre de mission, et j'imagine qu'il y aura, disons, donc moi je suis dans le comité de gouvernance de cette convention citoyenne, et donc, disons, on a commencé à s'intéresser aux différentes thématiques le week-end dernier. Donc les différentes thématiques sont organisées autour de se loger, se nourrir, se déplacer, consommer, produire et travailler. Donc c'est logique en termes, disons, d'aspect plus individuel, vraiment se loger, se nourrir, se déplacer, c'est au cœur de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors je ne sais pas ce qu'il sortira comme proposition, quelles sont les propositions qui sortiront pour ce qui vous concerne, la ville, l'immobilier, mais j'imagine qu'il y en aura. Voilà, et vraiment, je vous engage à inscrire cette nécessité de lutte contre le réchauffement climatique à toutes les étapes de votre carrière. Et merci, vraiment, merci d'être là. Vous êtes tous jeunes, enthousiastes, et il y a beaucoup à faire. Donc c'est un message d'espoir, parce que je pense que justement cette action, c'est aussi, et c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, c'est aussi de l'inventivité. Je crois que ce monde sobre en carbone est très attractif. C'est un monde créateur d'emplois. C'est un monde, disons aussi, je l'espère, où la solidarité sera plus forte qu'elle ne l'est actuellement. Ça, c'est important. Donc, c'est un monde qui, pour moi, est attractif pour les jeunes, pour votre génération. Donc, il faut le prendre à pleine main, disons, aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie de tous les jours. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jouzel. En fait, je voulais aussi vous faire réagir à un petit dessin, en fait. Ah. Qu'est-ce qui vous évoque ? Le GIEC tire la sonnette d'alarme auprès de j'écoute, tac, tac. 15 000 scientifiques, oui, ça c'est vrai. Et Greta Thunberg, ouais. Voilà.
Et oui, oui, je pense, moi, on m'interroge souvent sur Greta Thunberg, et je pense que en fait, c'est salutaire d'avoir Greta Thunberg. Je veux dire, je dis souvent, ce dont il se fait que je suis dans ce domaine, je travaille sur les problèmes climatiques depuis une 50aine d'années, donc disons que je peux dire que j'ai vécu à travers ma recherche et à travers le GIEC cette montée du problème climatique de l'intérieur. Et c'est vrai que je crois pouvoir dire aussi que, disons, le discours n'a pas varié depuis le premier rapport du GIEC, c'est très clair. Disons, on savait tout dans le premier rapport du GIEC, d'une certaine façon. Mais ce qui nous a manqué peut-être, donc, et à nous, le GIEC, c'est si nous avions eu une Greta Thunberg il y a une 20aine d'années, peut-être n'en serions-nous pas là. Voilà, c'est là que je veux dire. Donc moi, je pense vraiment que c'est salutaire. Je pense que la motivation des jeunes est très importante. Donc j'ai aussi participé à l'ensemble des marches sur le climat, ou presque, mais se mobiliser n'est pas du tout inutile. Il faut aussi dire, je crois, et c'est ce que dit Greta Thunberg, l'urgence de cette lutte contre le réchauffement climatique, mais qui ouvre sur, je le crois franchement, un mode de développement vraiment différent. C'est bien ce dont on parle, mais je crois que c'est quand même attractif pour les jeunes d'aujourd'hui, finalement, d'avoir à inventer un monde un peu différent de celui sur lequel ma génération s'est construite. C'est clair que notre génération est une génération très égoïste, et je souhaite, et c'est un peu aussi le message de Greta Thunberg, que cette génération prenne le développement de notre planète par le bon bout. Voilà. Merci, Monsieur Jouzel. Hop.